fil des décennies, plusieurs pays en Afrique ont accumulé des niveaux de dette extérieure et intérieure assez élevés pour financer des programmes de développement sociaux, des infrastructures ou pour combler les déficits budgétaires. Dans cet épisode, nous allons voir quelle est la situation d'endettement en Afrique en faisant le point sur la situation. La dette en Afrique est un problème complexe qui a des implications socio-économiques majeures pour de nombreux pays du continent. En 2022, la dette publique en Afrique a atteint 1 800 milliards de dollars, en hausse de 183% depuis 2010, selon l'ONU. Aujourd'hui, plus de 20 pays présentent un risque élevé de surendettement, ou l'ont déjà atteint, selon les calculs de la Banque mondiale. Parmi eux, le Ghana et la Zambie, qui ont fait défaut, ainsi que le Malawi et le Tchad, sous assistance du Fonds monétaire international, FMI. Pour résoudre durablement la crise de la dette en Afrique, des mesures à long terme sont nécessaires. Cela comprend une gestion économique prudente pour éviter les emprunts excessifs, des réformes structurelles visant à améliorer la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques, ainsi qu'une coopération internationale renforcée pour soutenir les efforts des pays africains en matière de développement. Au fil des décennies, de nombreux pays en Afrique ont accumulé des niveaux de dette extérieure et intérieure assez élevés pour financer des projets d'infrastructure, des projets de développement social ou encore pour combler les déficits budgétaires. Cette dette est devenue écrasante pour la majorité des pays et limite leur capacité d'investir dans des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation ou les infrastructures, mais permet aussi d'augmenter leur dépendance économique vis-à-vis des créanciers étrangers. L'endettement en Afrique reste donc un souci majeur, aussi bien pour les gouvernements que pour les institutions financières. Pour faire le point sur la situation d'endettement en 2024, j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter M. Badr Mandri, qui est économiste au Policy Center for the New South, pour faire le point sur cette situation. Monsieur Badr, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. J'aimerais avant tout faire un état des lieux sur la question de l'endettement en Afrique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui toutes les raisons pour s'inquiéter sur la question et est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage là-dessus? Merci Ahmed, merci encore pour l'invitation. Alors, pour comprendre la situation actuelle de l'endettement en Afrique, je trouve qu'il est nécessaire de donner un peu de contexte historique. Et là, je vais remonter aux années 80, 90, lorsque la plupart des pays en développement, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou en Asie de l'Est, etc., ont vécu une décennie quasiment perdue de faibles taux de croissance, de taux d'inflation extrêmement élevés, des taux de pauvreté élevés et une instabilité politique et sociale dans la majorité de ces pays. Tout cela à cause d'une crise des finances publiques et une crise d'endettement qui est due ou dont l'origine a été les deux chocs pétroliers des années 70. Donc la situation a commencé à se redresser à partir des années 90. Les pays ont permis de résorber leurs déficits et leurs dettes grâce aux programmes d'austérité qu'ils ont connus durant les années 80. Et cette période un peu sombre s'est achevée par deux initiatives lancées par la communauté internationale. La première, c'est l'initiative pour les pays pauvres très endettés. Et la deuxième, c'est l'initiative de l'allègement de la dette multilatérale au profit des pays très endettés. Et donc ces deux initiatives ont donné une bouffée d'oxygène à ces pays. Plus particulièrement, je vais parler du continent africain. Donc ces pays africains ont eu des marges de manœuvre grâce à ces deux initiatives pour investir dans leur développement, dans leurs projets économiques et sociaux. Et donc la courbe de la dette a connu un déclin entre 2000 et 2010. Elle a commencé à remonter en 2011. Les pays qui ont bénéficié des allègements et de restructuration ont reconstitué leur capacité d'endettement et donc il y a eu un certain laxisme en matière de gestion budgétaire. Ils se sont permis de réaccumuler de la dette et la situation a commencé à devenir préoccupante à partir de 2014, l'année de la crise des matières premières, de la hausse des prix des matières premières.
Et donc il y a eu des détériorations des comptes courants de plusieurs pays, des dégradations de la situation financière et macroéconomique de nombreux pays africains. Et surtout, il y a eu un passage à un palier de croissance plus faible que la décennie précédente. Et pour faire simple, en économie, si le taux de croissance réel est supérieur au taux d'intérêt, il n'y a pas de problème de dette. Lorsque la situation s'inverse, lorsque le taux de croissance s'égale au taux d'intérêt réel ou devient inférieur au taux d'intérêt réel, et donc la situation devient préoccupante. Et donc à partir de 2014-2015, les institutions financières internationales, la Banque mondiale, le FMI, ont commencé à tirer la sonnette d'alarme quant à la probabilité d'une crise d'endettement dans les années à venir. Et bien sûr, il y a eu la période Covid qui a exacerbé et qui a dévoilé les vulnérabilités macroéconomiques de plusieurs pays africains. Et donc la situation actuelle de l'endettement, on est maintenant à un niveau moyen d'endettement, un ratio d'endettement moyen d'à peu près 65% du PIB, mais avec 66% des pays de la région subsaharienne qui sont en situation de surendettement, c'est-à-dire qu'il y a de fortes probabilités qu'il y a une insoutenabilité de leur dette, ou en situation ou à risque élevé d'être en situation de surendettement. Donc uniquement un tiers des pays subsahariens qui ne sont pas très concernés par cette question de surendettement. D'accord, donc la situation reste tout de même préoccupante, beaucoup plus en Afrique subsaharienne, mais on ne peut pas véritablement parler de véritable crise de surendettement en Afrique au sens généralisé du terme, mais la situation reste tout de même préoccupante. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des similitudes entre les années 90 et la situation qu'on connaît aujourd'hui en Afrique subsaharienne, entre les années 90 et 80 par rapport à la situation de la dette? Alors oui, on s'approche avec le niveau actuel moyen de la dette en Afrique, on s'approche au niveau des années 80 et 90, mais je pense que le point ou ce qu'il y a à relever, ce qu'il y a de plus important à relever, c'est la différence entre ces deux situations. Alors entre les années 1980 et 90 et les années actuelles, la structure de la dette a véritablement changé. Et le profil des créanciers a véritablement changé. Alors avant, les pays africains avaient affaire avec les institutions de Bretton Woods, les banques multilatérales, le FMI, la Banque mondiale, et certains créanciers bilatéraux qui font partie du Club de Paris, un groupe de créanciers bilatéraux. Actuellement, le paysage des créanciers a changé. Donc, après les initiatives d'allègement de la dette, les pays africains ont accès aux marchés financiers internationaux. À peu près 19 ou 20 pays africains ont émis des obligations sur les marchés financiers internationaux et ont profité de la période prolongée des taux d'intérêt bas qui a suivi la crise financière internationale de 2008. Et bien sûr, ils ont profité également de l'appétit et de l'engouement des investisseurs privés pour ces obligations africaines. Et donc, maintenant, on a affaire, premièrement, à des créanciers privés, principalement à des créanciers privés. La part des créanciers privés dans la dette extérieure a augmenté entre 2010 et 2020 d'à peu près le double. Deuxièmement, en plus de l'apparition de nouveaux créanciers privés, le profil des créanciers officiels a changé aussi. Donc les créanciers du Club de Paris ont vu leur part dans la dette extérieure africaine baisser d'à peu près 50% à 10% entre 2000 et 2020, tandis que
la Chine a renforcé sa position durant ces 20 dernières années en tant que premier et principal prêteur de l'Afrique. Et donc, finalement, la situation est préoccupante, non pas parce qu'il y a un niveau élevé de stock de la dette ou un ratio élevé de stock de la dette, mais plutôt parce que le coût de la dette est devenu élevé dernièrement avec l'apparition de ces créanciers privés et de nouveaux créanciers bilatéraux autres que ceux du Club de Paris. Et donc finalement, la source de préoccupation n'est pas le niveau de la dette, le stock de la dette, mais plutôt le coût de cette dette qui est devenu un fardeau avec l'apparition de nouveaux créanciers privés et de l'apparition de nouveaux créanciers bilatéraux. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui des initiatives de restructuration ou carrément d'annulation de la dette pour certains pays en Afrique. Est-ce qu'elles sont d'abord nécessaires et quel rôle peuvent jouer les banques multilatérales de développement, mais aussi les institutions de Bretton Woods, y compris la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, dans le cadre de ces initiatives-là, et à ce stade plus particulièrement? Oui, tout à fait. Alors, tant qu'il y a des défauts de paiement, tant qu'on voit toujours qu'il y a des défauts de paiement de la part de plusieurs pays, il y a une nécessité de restructurer ces dettes. Donc, c'est une étape essentielle. Le rôle du FMI, de la Banque mondiale et de la communauté internationale, en particulier le G20 aussi, a été primordial après la crise du Covid. Donc il y a eu certaines mesures qui ont été lancées par le FMI, puis par le G20, des mesures ponctuelles, conjoncturelles, comme l'initiative de suspension du paiement de la dette qui a suivi la période du Covid et qui a été temporaire pendant 2 ans. Il y a eu aussi des allocations de DTS, les droits de tirage spéciaux, de la part du FMI. Donc toutes ces mesures ont servi à alléger la situation financière des pays en difficulté. Mais je pense et j'estime que la mesure phare durant ces 4 dernières années a été la création et la mise en place d'un cadre commun pour la restructuration de la dette, lancé par le G20. Alors ce cadre, dans sa forme, vise à apporter une approche cohérente et coordonnée pour la restructuration de la dette. Actuellement, 4 pays qui ont fait des défauts de paiement ont présenté leur dossier au cadre de restructuration, au cadre commun de restructuration. Mais la mesure phare qui a été mise en place durant ces 4 dernières années, c'est le cadre commun pour la restructuration de la dette. Alors ce cadre, dans sa forme, vise à donner une approche cohérente et coordonnée pour la restructuration de la dette, ce qui est nécessaire dans l'état actuel. Pour le moment, 4 pays subsahariens ont soumis leur dossier, ont demandé une restructuration de la dette, après avoir déclaré des défauts de paiement. Alors on a la Zambie, on a l'Éthiopie, on a le Tchad et plus récemment le Ghana. Toutefois, après 4 ans du début de ce cadre commun, seule la Zambie a trouvé une solution partielle avec ses créanciers bilatéraux. Alors les autres dossiers sont jusqu'à maintenant en suspens. Et il faut dire que ce cadre commun pour la restructuration connaît certaines difficultés, notamment parce qu'il y a une structure variée des créanciers, comme j'ai déjà souligné, et aussi parce qu'il y a des divergences au niveau des avis, des divergences géopolitiques qui rendent la coordination un peu compliquée. Alors nous avons d'un côté les créanciers officiels qui sont les pays, la Chine, l'Inde ou l'Arabie Saoudite, etc.,
qui parfois ne souhaitent pas participer au débat collectif et préfèrent plutôt des discussions bilatérales avec les pays concernés. D'un autre côté, nous avons les créanciers privés qui sont un peu réticents quant à cette restructuration de cette dette. Et donc, la situation est susceptible de se poursuivre pendant plusieurs années. Et je pense qu'il est temps de penser à des approches novatrices qui s'adaptent aux nouvelles réalités, en particulier celle de la présence de nouveaux créanciers privés et bilatéraux. Monsieur Badal, merci beaucoup pour ces éclairages. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à retrouver les travaux de recherche de Monsieur Badal Mandri sur la question de la dette sur le site du Policy Center for the New South. Et je vous donne rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Merci beaucoup et à très bientôt.